Nous allons parler des Ig Nobel. C'est le contraire des Nobel, mais c'est des recherches qui sont assez hallucinantes, qui sont comme ça couronnées. Bonjour David. Bonjour. On va commencer avec une nouvelle chronique, une chronique santé au travail avec Sandrine Weiss. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée dans la vie des entreprises et aujourd'hui vous allez nous parler de l'absentéisme. Il y a eu un sondage qui a fait grand bruit en début de mois. Qu'il y a une augmentation importante de l'absentéisme en entreprise. Oui, c'est vrai, l'absentéisme en 2012 a augmenté de près de 20% dans les entreprises du secteur privé. Alors je le précise, l'absentéisme, c'est la mesure du nombre moyen de jours par an et par salarié d'absence pour maladie ou accident du travail. Alors le chiffre là s'établit à 16,6 jours pour un coût estimé pour les entreprises à 7 milliards d'euros. Oui. Alors on va voir la carte avec les régions de France s'afficher. C'est une hausse qui touche quasiment toutes les régions et notamment l'Île-de-France, et ça c'est la première fois. Et puis il y a une hausse assez forte, notamment en région Méditerranée et dans le Grand Ouest. D'accord. Vous n'avez pas mis la Corse volontairement ou ça fait partie des zones Méditerranée? Ça entre dans la zone Méditerranée. Alors, quels sont les secteurs d'activité les plus concernés? Ouais. Alors, si on zoome sur les secteurs d'activité, on s'aperçoit que la hausse est très forte dans les secteurs de la santé et des services. Je rappelle, il s'agit d'une étude qui concerne les entreprises du secteur privé, pas public. Pas les fonctionnaires. Voilà. Je dis ça notamment à cause de la santé. Oui, dont on sait qu'il n'y a pas d'absentéisme du tout. Voilà. Ce sera l'objet d'un autre sondage, m'a-t-on dit. Et puis, si on zoome encore sur les services, les banques et les compagnies d'assurance sont relativement touchées, sont même très touchées. Alors en revanche, et ça peut paraître étonnant, l'industrie et le BTP sont assez épargnés par l'absentéisme. Alors c'est étonnant puisqu'on sait très bien que ce sont des secteurs dans lesquels la pénibilité physique est élevée. Alors cet élément associé à d'autres laisse bien entendre que ces mauvais chiffres sont à mettre sur le compte d'une dégradation de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, c'est-à-dire d'un mal-être, du moins dans certaines entreprises. Et c'est presque tant mieux, puisque là-dessus, on peut faire quelque chose. Les entreprises peuvent lutter contre cet absentéisme lié à cette qualité de vie. Voilà. Alors, effectivement, elles se penchent sur la qualité de vie au travail depuis quelques années, notamment depuis les suicides assez médiatisés en entreprise il y a quelques années. La qualité de vie au travail, c'est aussi un sujet qui s'insère dans un cadre juridique, puisqu'il existe des accords avec les syndicats et des textes de loi qui prévoient que l'entreprise s'occupe du bien-être de ses salariés. Le dernier en date, c'est l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, c'est donc récent, qui est relatif à l'amélioration de la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle. Alors concrètement, elles font quoi les entreprises? Oui. Alors la palette des mesures est grande. Dans certaines entreprises, on va partir du principe que ce sont de petits désagréments qui détériorent la qualité de vie des salariés. Par exemple, un temps d'attente trop long à la cantine, par exemple une climatisation qui fonctionne. Ça peut faire sourire, mais dès lors qu'on repère un dysfonctionnement de cette nature, on va le traiter comme une priorité. Et puis dans d'autres entreprises, on va avoir une approche plus globale et là, on va s'intéresser plus à l'organisation générale, au management. Je pense notamment à une grande banque qui a mis en place en 2011 une réorganisation et de son système informatique et de son management à la suite d'un questionnaire qui était adressé aux collaborateurs sur leur bien-être au travail et qui avait été adressé à 14 000 collaborateurs. Alors, pour refaire référence au sondage que je mentionnais tout à l'heure, quand les entreprises voient leur absentéisme augmenter, dans un quart de ces cas, elles mettent en place justement un projet global. C'est significatif, mais il y a encore de la marge. Et il y a des choses qui paraissent évidentes, et là encore il y a de la marge parce que ce n'est pas toujours le cas. C'est par exemple l'entretien de retour au travail après un congé maladie. Ça paraît une évidence. Alors effectivement, l'entretien de retour, c'est un entretien formalisé entre le hiérarchique et puis le collaborateur qui revient. Comme vous dites, ça paraît évident, mais ce n'est pas souvent le cas. Et l'idée, c'est quoi? C'est de montrer qu'on s'est rendu compte qu'il était absent? Exactement. En fait, l'idée est double. La première idée, c'est de bien montrer qu'un arrêt de travail ne passe pas inaperçu. Il faut surtout éviter que les collaborateurs se disent finalement que je sois là ou pas, ça tourne quand même, on s'en est pas aperçu. Ça, c'est un des premiers objectifs. Et le deuxième objectif, c'est de détecter des éléments qui ont pu être à l'origine de l'arrêt du travail. Ça peut être un début de harcèlement, ça peut être une charge de travail trop lourde. Alors bien évidemment, dans cet entretien, on n'aborde jamais le motif médical exact de l'arrêt puisque celui-ci reste ouvert par secret. Secret médical. Est-ce qu'il y a aussi des mesures qui s'apparentent plus à des sanctions ou pas? Oui. Alors, légalement, l'entreprise a aujourd'hui la possibilité de mandater un organisme privé de contrôle
qui va lui-même envoyer un médecin au domicile du collaborateur arrêté et effectuer un rapport sous 48 heures pour un coût qui est inférieur à 100 € par dossier. À la suite de ce rapport, si on établit que l'arrêt maladie est injustifié, l'entreprise a la possibilité de suspendre immédiatement le versement du complément de salaire. Je rappelle, quand on est arrêté, généralement on touche les indemnités de la sécurité sociale et un complément de salaire. C'est de ce complément de salaire dont il est question. Alors, pour donner un ordre d'idée, il y a un organisme de référence sur ce marché qui s'appelle Medivérif et qui a procédé l'année dernière à 8000 contrôles. Et sur ces 8000 contrôles, dans un cas sur deux, il s'est avéré que c'était un arrêt abusif. Alors, ou bien parce que la pathologie avait disparu, ou bien parce qu'il n'y avait pas de pathologie, ou bien parce que le salarié n'était pas là le jour de la visite à son domicile. Alors, attention évidemment à ne pas extrapoler, hein, ça ne veut pas dire que... Parce qu'a priori, si on fait appel à cette entreprise, c'est qu'on a des doutes. Voilà, c'est pas fait, j'imagine, de façon aléatoire. Si on fait un contrôle, c'est qu'il y avait une suspicion d'entreprise. Vous parliez du complément de salaire qui peut être suspendu, mais l'indemnité Sécu peut être suspendue si on estime que c'est injustifié. Voilà. Alors effectivement, c'est une bonne question. Le rapport de l'organisme privé est effectivement aussi envoyé à la caisse d'assurance maladie, mais à ce jour, ça n'a pas d'impact sur le versement des indemnités de la sécurité sociale, qui gère elle-même son pool de médecins conseils, qui font eux-mêmes leur contrôle. D'accord. Il y a un livre qui vient de sortir sur le sujet. Oui. Alors, je voulais finir avec un phénomène assez récent dont on commence à parler, qui s'appelle le surprésentéisme. Effectivement, il y a un livre qui vient de sortir et qui va s'afficher. Ça tord un peu... Ceux qui sont là, mais qui foutent rien. Voilà. Alors, il y a un peu de ça, Michel, effectivement. Ceux qui sont là même quand ils sont malades. Et oui, le surprésentéisme, ça tord quand même le coup aux idées selon lesquelles les Français s'arrêtent. Mais le présentéisme, c'est bien quand on vient et qu'on fait rien. Tout à fait. Alors, le surprésentéisme, c'est justement quand on est malade et qu'on vient travailler. Alors, on pourrait dire... formidable, c'est du pain béni pour l'entreprise. Pas forcément. Pas du tout. En fait, c'est pour ça qu'il y a un livre et une enquête qui viennent de sortir. En fait, il y a plusieurs effets induits négatifs, c'est-à-dire que d'abord, on risque de contaminer son entourage professionnel. Ensuite, on est quand même moins efficace. Et puis, le risque, c'est si on ne se soigne pas, de tomber vraiment malade et là, d'être arrêté très longtemps. Donc, quand on est malade, on suit l'avis médical et on s'arrête de travailler. Alors, on suit l'avis médical, c'est une bonne idée. Merci et bienvenue dans l'équipe. Merci. Est-ce qu'on peut faire du sport en étant atteint de diabète de type 1, le diabète dit insulinodépendant? La réponse est oui. Oui, c'est ce qu'ont voulu prouver des cyclistes amateurs et semi-professionnels en se lançant un défi, celui de parcourir plus de 2000 km de Bruxelles à Barcelone, en passant par la France. Bien sûr, Alexandre Delaval et